du rôle des femmes dans la lutte contre le VIH. Le docteur Michel Bouchet lui parlera de pourquoi est-ce que les femmes sont plus vulnérables et quelles solutions possibles. Et le docteur Kinda parlera, elle, de grossesse et VIH. Et Gisèle est là, donc elle est là pour partager son expérience, pour partager ce qu'elle vit au quotidien avec vous. Merci encore d'être présent. Alors, grâce, je te passe la parole. Merci. Je voulais d'abord m'excuser parce que je n'ai pas fait le PowerPoint, parce que le sujet qui m'a été demandé de développer n'était pas non plus un sujet facile. Voilà. À quel niveau, en tout cas, la femme peut intervenir? D'abord, dans le contexte général de la femme, si on prend au niveau mondial, des différences considérables. Certaines de ces différences sont dues à des particularités biologiques, peut-être sans doute que le docteur Mouchen va peut-être nous parler ce soir, mais dans la plupart des cas, elles résultent le devant. Alors, son rôle pourrait être au niveau socio-économique. J'ai essayé vraiment de creuser pour voir quel pourrait être le rôle de la femme pour que le VIH puisse s'arrêter, pour que la femme puisse être moins vulnérable et moins contaminée. Alors, son rôle serait de prendre conscience de cette vulnérabilité d'abord, pour mieux lutter contre le VIH et améliorer son bien-être et celle de sa progéniture. Son rôle serait aussi de veiller à son accession à une meilleure qualité de vie et à l'accès aux mêmes ressources économiques et financières que les hommes. Ce serait aussi de contribuer à la lutte contre la précarité et à l'amélioration de ses conditions socio-économiques qui limitent ses choix et qui la conduit à des comportements à risque. Ce serait aussi qu'elle arrive à plaider pour son accès à l'éducation, à l'information et à l'emploi, qui sont les clés pour lutter contre ses vulnérabilités au VIH et au renforcement de ses capacités. À l'origine de certaines vulnérabilités au VIH qui l'empêchent d'avoir une liberté et qui limitent sa capacité de générer des choix, entre autres le pouvoir de négociation pour avoir des rapports sexuels consentis, protégés, quand, avec qui et dans les circonstances qui la conviennent. Son rôle serait aussi de lutter contre les violences, les interdits autour de la sexualité qui lui sont imposés par les services de prévention, de traitement, de soins et d'appui en matière du VIH. On sait bien que dans certaines cultures, il y a des traditions qui pourraient peut-être empêcher la femme, que ce soit, ça peut être aussi la religion, qui pourrait peut-être empêcher la femme à aller vers les services de prévention. Son rôle serait aussi de lutter pour son autonomie et pour son éducation, pour avoir plus de contrôle de sa sexualité et accéder à l'information qui contribuerait à son bien-être et à la prise en charge de sa santé. De lutter et plaider pour une vie sans violence, je pense que je l'avais déjà dit, la violence à son égard étant une cause importante de vulnérabilité accrue au VIH. De combattre tout acte sexuel et toute autre maltraitance auquel elle est souvent soumise, sans pouvoir de discussion ou de décision sur la sexualité, sur l'usage du préservatif et toute autre forme de protection. Conduire à des prises de risque. Si son rôle serait aussi de pouvoir accéder au programme d'éducation sexuelle et de sensibilisation sur le VIH pour mieux connaître son corps, apprendre à mieux se protéger et à prendre soin d'elle et à se soigner. Au niveau politique, son rôle serait de faire valoir ses droits et lutter contre toutes sortes de représenter à différentes instances de prise de décision pour faire entendre ses besoins sociaux, économiques et culturels qui sont les facteurs de sa vulnérabilité. Son rôle au niveau politique serait aussi de plaider pour l'équité visant à combler les écarts existants entre elle et les hommes et l'égalité entre les sexes et les droits fondamentaux de la femme ainsi que ses droits en matière de procréation. Son rôle serait également de prendre conscience
qu'elle n'a pas que des devoirs, mais aussi des droits, qui la protègent contre toute forme de violence. Voilà, j'ai essayé de développer un peu ce sujet qu'on m'avait proposé, ce thème qu'on m'avait proposé. Et je pense que peut-être tout à l'heure, il y aura sûrement d'autres qui vont ajouter. C'est sûr qu'il y a d'autres rôles que je n'ai pas pu être comme. Je vous remercie. Sans plus tarder, puisqu'on a eu un peu de retard, je passerai la parole au Dr Michel. Alors moi je vais me mettre là en bas pour voir mes diables, sinon c'est un exercice très compliqué. Je ne connais pas par cœur. Ouais. Facteurs biologiques qui peuvent expliquer cette susceptibilité particulière des femmes vis-à-vis du VIH, et qu'est-ce que ça peut avoir comme implication au niveau des mesures de protection, des traitements, etc. Alors évidemment c'est difficile, donc là ceci confirme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la prévalence du VIH chez les jeunes, donc les gens de 15 à 24 ans. Donc ça c'est des statistiques qui sont relativement anciennes, hein, de 2005 à 2007. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les pays africains, surtout dans les pays d'Afrique australe, il y a une majorité écrasante de femmes parmi les jeunes personnes infectées par le VIH. Alors, c'est moins marqué pour certains pays, mais on peut se demander s'il n'y a pas des biais au niveau des statistiques. Hein. Il est clair que des pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, les statistiques, la qualité des statistiques concernant la prévalence du VIH laisse probablement, malheureusement, à désirer. Donc je pense vraiment que le message important, c'est que dans tous ces pays d'Afrique australe, qui sont devenus réellement l'épicentre de la pandémie, il y a clairement une majorité écrasante de femmes qui sont contaminées. Diapositive suivante. Ça, ce sont des statistiques plus récentes. Donc ce sont l'évolution en 2010 des choses, et on peut voir que les choses n'ont pas changé. On a une réduction globale de la prévalence, donc ça c'est le message, je dirais, relativement optimiste que vous avez entendu dans les statistiques au moment du 1er décembre. Mais même dans ces statistiques nouvelles de 2010, chez les jeunes, en Afrique, la prévalence reste beaucoup plus grande chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est plus de 2 fois plus grand, donc c'est une différence très significative. Diapositive suivante. Alors cette dia-ci est intéressante également. C'est une analyse des modes de transmission du VIH dans les pays africains. Et donc, je vais peut-être me mettre... Oui, donc ça va, je le vois bien comme ceci. Donc vous avez, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que le multipartenariat est clairement un facteur important. Donc là, c'est tous sexes confondus, hommes et femmes. Le multipartenariat que vous avez ici est clairement un facteur important, mais malgré tout, la majorité des jeunes personnes qui ont été contaminées par le VIH en Afrique sont des gens qui, a priori, évidemment, on ne sait pas de choses qui se passent dans la vie privée des gens, mais ces études sont bien faites, a priori sont des gens qui n'ont pas de multipartenariat. Donc je crois aussi que par rapport à tous les messages qu'on a eus, c'est vrai, certains religieux en Belgique, comme vous savez, ont émis des jugements très durs sur le VIH, qui était le signe nécessairement d'une vie dissolue. Eh bien, manifestement, il y a du multipartenariat, il y a des rapports sexuels considérés comme à haut risque, mais malgré tout, la majorité des gens qui ont été contaminés l'ont été comme tout le monde, en ayant une vie sexuelle, mais à partenaire, etc. Néanmoins, ce qui est intéressant de noter, c'est que les partenaires de personnes qui ont de multipartenariat sont également des personnes particulièrement à risque, et c'est un petit peu le témoignage qui nous a été présenté sur le petit film tout à l'heure.
Et là aussi sans faire des clichés faciles, mais la majorité des études montrent que le multipartenariat est plutôt du côté des hommes que des femmes. Donc nous parlons essentiellement ici de femmes dont les hommes ont plusieurs partenaires sexuels et nous voyons que ça représente un facteur de risque important. Diapositive suivante. Alors ce qu'on vient de voir, ce sont des statistiques de contamination. Ceci, ce sont des statistiques de risque par rapport sexuel. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être des statistiques qui surprennent toujours. Donc c'est par événement la probabilité d'être contaminé. Et donc si vous avez une transfusion sanguine avec le sang de quelqu'un qui est infecté par le VIH, on estime que vous avez 90% de chances d'être contaminé par le VIH. Si vous êtes le bébé d'une maman séropositive et si vous avez reçu son lait, vous avez globalement 25%, 25 à 30% selon les études, sans trithérapie évidemment, ici d'être contaminé. Si vous êtes toxicomane et que vous utilisez une aiguille contaminée, un peu moins d'1%. Et alors on entre ici dans les rapports sexuels, et ce qu'on peut voir, c'est que les rapports anaux sont des rapports à beaucoup plus haut risque. Bon, on en dira un mot tout à l'heure pour les raisons biologiques de ça. Mais si on reste dans les rapports vaginaux, je vous demande de comparer, donc c'est un petit peu technique comme description, mais vous avez compris qu'un rapport vaginal réceptif, ça concerne la femme, et un rapport vaginal insertif, ça concerne les hommes. Bon, drôle de vocable, mais bon, c'est comme ça, ces Américains qui n'aiment pas toujours parler des choses trop crûment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que clairement, il y a une différence, puisque le risque est plus intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les grands singes, puisque, comme vous le savez, le VIH est le lointain descendant de virus SIV de chimpanzés qui sont passés dans l'espèce humaine à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est intéressant de voir si, parmi les singes, on retrouve cette prépondérance d'individus féminins infectés. Là aussi, on peut se dire qu'il y a peut-être aussi des rapports violents, non consentis, etc., et que les femelles sont plus faibles et plus fragiles, mais il y a peut-être aussi des facteurs biologiques, et en effet, on retrouve une proportion plus grande de femelles infectées que de mâles chez les singes. Diapositive suivante. Alors, quels sont les mécanismes biologiques responsables de ça? Alors, je parle de quelque chose qui ne concerne pas les femmes, mais vous allez voir, il y a un lien conceptuel avec mon propos. Donc, vous avez ici une illustration qui date de l'Égypte antique concernant la circoncision. Et vous savez que la circoncision, clairement, protège les hommes de la transmission du VIH. Diapositive suivante. Voici ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse en sciences, c'est on prend toutes les études scientifiques qui ont été consacrées à un sujet et on va les analyser statistiquement en même temps. On va les réanalyser secondairement avec des outils statistiques où on va pondérer leur robustesse. Bref, tout ce qu'il faut comprendre ici, donc c'est l'impact de la circoncision sur la transmission du VIH chez les hommes. Ça, c'est le risque 1, c'est-à-dire que ça n'a pas d'effet. Au-dessus de ceci, ça voudrait dire que ça augmente le risque. À gauche de la ligne, ça veut dire que ça diminue le risque. Et vous avez ici la proportion de réduction du risque. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans toutes ces études, la plus connue, je pense que c'est l'étude ougandaise, mais il y en a eu d'autres, vous voyez qu'il y a une réduction de risque de l'ordre de 60%. Donc, pour un homme, le fait d'être circoncis réduit le risque d'attraper le virus d'à peu près 60%. Diapositive suivante. Alors, cette étude est assez amusante, pour autant on trouve ça amusant, mais ils sont amusés à mesurer la surface du prépuce chez des hommes non circoncis avec le risque d'attraper le VIH. Et vous l'avez vu, ils ont, avec un peu d'humour, ils ont mis comme dans leur titre la taille a d'importance. On le savait, et en fait l'étude le confirme. Vous pouvez passer au prépuce qui est tout petit, là vous avez 15% de plus. Donc on a 4 catégories de prépuce. En dessous du percentile 25, entre le 25 et le 50, le 50 et le 75, et là les très grands prépuces. Et ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui ont un moyen par rapport à un petit, ils ont 15% de plus de risque. Et par contre, pour ceux-ci, c'est 300 aussi puissant
comme lien. Vous avez remarqué justement que c'était le contraire, mais c'est parce que les musulmans qui ne sont pas catholiques sont plus souvent probablement circoncis que ça entre les statistiques de cette façon. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le prépuce? On parlait que de la taille du prépuce ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le prépuce qui justement explique cette susceptibilité au VIH? Est-ce qu'il n'y a pas là-bas des cellules qui sont des cellules que le VIH utilise? Donc il faut comprendre, bon ça c'est très compliqué, vous n'êtes pas pour la plupart j'imagine du monde de la biologie etc. Mais on sait maintenant très bien quelle est la cellule que le VIH doit absolument infecter pour contaminer un individu. C'est un virus qui est fragile, qui ne passe pas du tout à chaque fois, bien loin de là. Donc pour lui c'est réellement une gageure de trouver dans les premières minutes qui suivent l'acte sexuel, de trouver une cellule qu'il va pouvoir infecter, qui va en quelque sorte être son cheval de Troie, hein, pour ceux qui se souviennent de cette histoire. Et donc ce sont des cellules très particulières qui sont caractérisées par un récepteur que le virus utilise. C'est une sorte de clé qui permet au virus d'entrer dans cette cellule et d'envahir tout le reste de l'organisme. Ce sont des cellules qui sont rares au niveau du sang. Ce sont des cellules qui sont dites CD4+, CCR5 positives. Pour la petite histoire, le CCR5, c'est le récepteur dont 1% de la population ici en Europe est déficiente. Et le fameux gaillard qui a été guéri du VIH après une transplantation de moelle, il avait eu la chance de trouver un donneur de moelle qui était génétiquement dépourvu de ce CCR5. Et bien dans le prépuce, justement, diapositive suivante, on va trouver, alors là justement, alors on peut essayer, on va se déplacer un petit peu comme ça. Ça c'est la proportion de cellules dans le prépuce qui sont, ou dans le sang, qui sont justement caractérisées par la présence de ce CCR5 chez des individus donnés. PBMC, ça veut dire blood, peripheral blood monocytes, et foreskin, c'est prépuce. Et ce qu'on peut voir, c'est que la proportion de ces cellules est beaucoup plus grande au niveau du prépuce qu'au niveau du sang. On va passer à la diapositive suivante. Et bien précisément, ce type de cellules dont l'importance est bien prouvée par les données cliniques de circoncision, dont l'importance pour la transmission du VIH, sont également présentes chez la femme en grande quantité. Et elles sont présentes notamment au niveau du col. Donc on considère actuellement, ça c'est un petit article que mon collègue, moi il a fait la gentillesse de m'associer à l'article parce que j'ai donné quelques idées pour le VIH, mais ce sont 7 travaux originaux où ils ont réellement étudié tout le type de cellules qu'on trouve au niveau d'une zone bien particulière du col de l'utérus, qui est à la jonction entre l'endocole et l'exocole, ce qu'on appelle la zone de transition. Et à ce niveau-là, il y a réellement une sorte de réaction, on va dire inflammatoire à bas bruit, pour des tas de raisons, parce que ça change de type de cellules, et on va trouver beaucoup plus de cellules, justement, ces fameux lymphocytes qui expriment le CCR5 et qui sont des chevaux de Troie pour le VIH. Je peux passer à la diapositive suivante qui n'est qu'une illustration de ceci. Donc c'est réellement dans ces zones-ci qu'on va trouver ces fameuses cellules susceptibles. On va également trouver la même chose au niveau de la muqueuse anorectale, et vous savez que les rapports anaux, que ce soit entre hommes ou entre hommes et femmes, sont associés à un risque encore beaucoup plus grand que les rapports vaginaux. On va passer à la diapositive suivante, c'est normal qu'elle soit blanche. Alors, qu'est-ce qui va moduler ce risque? Donc là, il y a un fait, c'est que ces cellules CCR5 positives sont présentes au niveau des voies génitales, chez l'homme comme chez la femme. Quels sont les facteurs qui vont faire que certains hommes ou certaines femmes en ont plus que d'autres? Évidemment, si vous êtes circoncis, par définition, vous en aurez moins. On ne peut pas faire ça, évidemment, chez les femmes. Alors, il y a toute une série de choses qui concernent notamment les autres infections. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tout le monde le sait. Les autres infections sexuellement transmises augmentent la probabilité d'être contaminé par le VIH. C'est vrai pour l'herpès, c'est vrai pour le trichomonas, c'est vrai probablement pour les lésions syphilitiques, etc., etc. Mais même sans aller vers d'autres infections sexuellement transmises, il y a un rôle important de la flore vaginale normale
Et il faut savoir que grâce au progrès de la biologie moléculaire, vous savez, si vous avez fait un peu de microbio, vous savez que c'est très difficile d'avoir une idée précise des bactéries qu'il y a dans nos flores. Si vous les mettez en culture, il y en a une seule qui va pousser et vous n'aurez aucune idée des autres. Grâce aux techniques de biologie moléculaire, on peut maintenant avoir une idée très précise des multiples bactéries qui constituent la flore de notre intestin, de notre sillon balano-prépucial ou de la flore vaginale, de la bouche, de tout ce que vous voulez. Et on arrive à des cartographies, j'ai mis ceci comme pure illustration, qui sont tout à fait saisissantes, où on voit notamment, ça c'est tout le type de bactéries qu'on va trouver dans le vagin de femmes en bonne santé. Et ce qu'on voit notamment, ça c'est amusant comme étude, c'est que le type de flore vaginale est très différent si vous prenez des femmes asiatiques, des blanches, des femmes africaines ou des femmes hispaniques par exemple. Donc il y a clairement des facteurs d'environnement différents sur la réponse inflammatoire à bas bruit, le recrutement de ces cellules qui sont de véritables chevaux de Troie, et il y a maintenant des tas d'articles qui montrent que des modifications subtiles de la flore vaginale peuvent être associées à un risque plus grand ou plus faible d'être infecté par le VIH, et l'équivalent existe chez les hommes. On va passer à la diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui peut modifier justement cette flore vaginale? Il y a tout le rôle de pratique. Bon, je ne suis pas un sexologue, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas une femme, donc je parle de choses que je ne connais pas trop bien, mais ce sont des choses qui sont retrouvées dans la littérature, ou toute une série de pratiques dites vaginales, qui sont de l'hygiène au sens large du terme, mais une hygiène qui est très focalisée vers le rapport sexuel, comment plaire à son partenaire, au sens large, il y a probablement d'autres préoccupations, mais ça en fait partie, ont un impact profond sur ces microflores et donc le risque de transmission du VIH. Magnifique article où on a analysé toutes ces pratiques pour essayer que les sécrétions vaginales ne soient pas trop importantes. Tout ça est très culturel, ça dépend un petit peu, tout se trouve. D'autres produits pour essayer d'assécher, etc., etc. Et donc, on passe à la suivante. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que toutes ces pratiques, clairement, ont un impact sur le risque de transmission du VIH. J'ai raccourci, chacune des pratiques a été étudiée, sont associées à un risque plus important de transmission, parce que ça modifie les microflores, que ça recrute localement des cellules CCR5 positives, etc. Et donc, quand je disais tout à l'heure que le biologique est à l'intersection du sociologique et du culturel, en voici un magnifique exemple, évidemment, puisque pourquoi est-ce que dans certaines cultures, les femmes sentent le besoin d'assécher leur sécrétion vaginale? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne idée vis-à-vis du VIH. Bon. Voilà, tout ça entend. J'ai entendu qu'il y a des cultures dans lesquelles on repasse les seins aussi. Une sexologue m'a parlé de ça, j'ai tombé des nues, mais bon, c'est des choses qui... Tout se trouve sur la planète Terre, tout se trouve en termes de comportement. La suivante, s'il vous plaît. Bon, ça, je vais passer. Un vieux terme qui date des maladies sexuellement transmissibles d'avant le sida, mais qui a été recyclé avec le VIH. Et donc, ces microbicides génèrent toujours un espoir extrêmement important, parce qu'on comprend maintenant, au départ, ça a été des échecs retentissants. Donc, on a pris des substances qui, en éprouvettes, détruisaient le VIH. On s'est dit, bah, c'est certainement pas pire que de l'homo, on va le donner aux femmes, et vu qu'elles détruisent le VIH en éprouvette, les femmes vont être protégées. On a vu que c'était le contraire qui se passait. Elles étaient au contraire plus infectées, parce que ces substances étant irritantes, elles attirent sur place des cellules CCR5 positives, qui vont être les chevaux de Troie du virus, et même si le produit a une action antivirale, vu que le virus trouve tout de suite les cellules qu'il doit infecter, l'action antivirale n'a servi à rien. Donc il y a eu des échecs retentissants et des considérations éthiques un petit peu désagréables de ces microbicides. Maintenant qu'on connaît cette histoire de cheval de Troie, qu'on sait qu'il faut tout faire pour que ces cellules ne viennent pas, on a de nouveaux microbicides avec des résultats extrêmement prometteurs dans certaines études cliniques préliminaires, dans des études sur l'animal, et je pense clairement que les microbicides sont une solution d'avenir. Il faudra voir si les prix sont acceptables, si culturellement c'est quelque chose d'acceptable, mais me semble-t-il c'est quelque chose qui est prometteur. On va passer à la diapositive suivante. Les prophylaxies pré-exposition ou post-exposition, donc ça consiste à prendre des antirétroviraux soit avant un rapport sexuel, soit après, pour éviter d'être contaminé, en les prenant pendant une période brève.
Donc là aussi, ce n'est peut-être pas une solution universelle, ce n'est certainement pas. C'est quelque chose qui peut permettre de protéger les femmes de rapports sexuels qui n'auraient pas été consentis, ou en tout cas dans lequel le port du préservatif n'aurait pas été accepté par le conjoint. Donc pourquoi pas envisager cela. Alors je termine par les vaccins. Donc, bien évidemment, là aussi, vous savez bien qu'on n'a pas grand-chose. Il y a une étude vaccinale qui a suggéré, qui a montré une protection faible, mais qui a montré une protection quand même. C'est la première étude qui a montré une protection grâce à un vaccin. Je pense qu'il y a une grande corps qui sont présents dans les sécrétions génitales de ces femmes. On parviendra peut-être à déterminer la structure exacte de ce qu'on appelle les épitopes, c'est-à-dire la partie du virus qu'on doit utiliser pour vacciner les individus. Et on a notamment, pour la petite histoire, chez nous, en collaboration avec le Luxembourg, dans la salive de femmes dont les conjoints sont séropositifs, on va rechercher des anticorps très particuliers, justement dans le but éventuellement de développer un vaccin. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que indiscutablement, on a énormément progressé dans la compréhension des raisons pour lesquelles les femmes sont clairement plus susceptibles. J'ai passé des choses, l'influence de certaines hormones, l'influence des carences alimentaires. J'aurais aussi pu parler du fait que, mais heureusement grâce aux trithérapies, c'est quelque chose qu'on voit plus souvent, mais indépendamment, quand une femme est contaminée, vraisemblablement, les charges virales montent à un niveau beaucoup plus élevé que chez les hommes, et donc probablement que le pronostic vital sans traitement est moins bon, enfin pire que chez les hommes. Donc très clairement, la femme est biologiquement plus susceptible, mais je pense malgré tout que la compréhension a progressé et que nous avons des armes qui, je l'espère, bénéficieront en priorité aux femmes. Je vous remercie. Merci, docteur Michel. Je vous rappelle que c'est docteur Michel, c'est le directeur du centre de référence SIDA au CHU de Liège. Et à présent, je vous demande je profite maintenant pour donner la parole au docteur Linda, qui elle est à l'hôpital Eurasme, spécialiste, n'est-ce pas, du VIH à l'unité. Bonsoir. Voilà, je pense qu'avec ça, c'est ça. C'est vrai que le temps passe vite. Les stigmatisations par rapport aux femmes affectées par le VIH et qui ont envie d'avoir un petit enfant comme toute femme. Et donc, c'est une dame qui est une femme affectée par le VIH de Namibie qui dit que simplement, ce qu'elle entendait souvent, c'était qu'une femme qui était séropositive était considérée comme irresponsable parce qu'elle attendait un enfant et qu'elle négligeait sa santé, et finalement sa santé s'aggravait de par sa grossesse. Mais je vais essayer de vous démontrer, donc par rapport à certaines études, on a bien démontré qu'effectivement, toutes les études qui ont été réalisées, pour une fois, les Européens et les Américains sont plus ou moins d'accord, il n'y a aucun effet du VIH sur la grossesse. Ça veut dire qu'on peut être infecté par le VIH, avoir une grossesse tout à fait normale et accoucher tout à fait normalement. Les autres choses qu'elles entendent souvent, c'est que finalement, lorsqu'on est positif, elles sont malades, vous allez mourir, pourquoi vous voulez avoir des enfants? Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que par rapport à tous les traitements qui sont arrivés sur le marché depuis 1987, on a une tonne de traitements qui sont arrivés, comme vous voyez. On voit également que grâce à ces traitements-là, on voit qu'effectivement la mortalité des personnes qui sont infectées par le VIH est vraiment en chute libre depuis 1996. Vous voyez vraiment qu'à ce moment-là, on a commencé à donner des traitements qui sont des bons traitements, qu'on appelle la trithérapie, 3 traitements différents qui permettent d'inhiber la multiplication virale et donc empêche finalement au début de se multiplier, d'amener les personnes qui sont séropositives au stade SIDA. Et donc cette mortalité est moindre avec une espérance de vie qui augmente. Très tôt, finalement, la mortalité est tout à fait similaire à une population générale. Donc finalement, elles ne sont pas mourantes et elles ont tout à fait le droit d'avoir un enfant. Donc ça, on peut passer. Voilà. Il y a d'autres personnes qui croient qu'effectivement les femmes séropositives ne peuvent pas être enceintes parce qu'elles vont de toute façon avoir un bébé malade et un bébé qui va mourir. Et donc, ce qu'on sait, c'est que les femmes qui sont infectées par le VIH, quand elles ont un stade très avancé du VIH, leur fertilité diminue un petit peu, mais sinon, ce n'est pas quelque chose qui est spécialement généralisé.
et que donc on voit aussi également qu'effectivement dans l'aboutissement de la grossesse, il n'y a pas spécialement plus de prématurité, pas plus de petits poids à la naissance et pas plus de mort-nés. Donc finalement, elles sont des enfants, quand il y a un suivi correct, qui sont tout à fait en bonne santé. Ça, on peut passer. Et donc, ce qu'on voit aussi surtout, que tous les enfants qui sont nés des mères qui sont infectés par le VIH ne sont pas plus malades que les enfants dans une population générale. Ici, c'est un registre de suivi de grossesse sous traitement antirétroviral, et on voit que les anomalies congénitales à l'accouchement ont un taux tout à fait comparable à une population générale. Donc les enfants nés de mères qui sont infectés par le VIH ne sont pas plus souvent, en tout cas, ne portent pas plus souvent des anomalies congénitales. Ça a été étudié pour certains traitements, mais pas tous. Alors, mais malgré tout, dans le monde, on voit qu'il y a vraiment encore des nouvelles infections VIH parmi les enfants. Vous voyez, ça, c'est des chiffres de 2009, où on voit que dans certains pays, il y a plus de 20 000 infections des enfants. Donc ça, c'est tout à fait inadmissible. Et on va essayer de voir comment c'est possible de contrer ça. Et pourquoi c'est possible. Et donc ça, c'est juste pour représenter qu'il faut savoir qu'un enfant qui est infecté par le VIH pendant la grossesse, à 1 an, 26% de ces enfants décèdent de par l'infection. Donc il faut naturellement éviter cette infection et on va voir comment on peut éventuellement l'éviter. Alors ça, c'est des chiffres. Hein. Vous savez que dans le monde, on a 35 millions d'infections par le VIH dans le monde entier. Et les enfants de moins de 15 ans, c'est encore quand même 2 millions. C'est énorme, énorme par rapport à ce qu'on pourrait encore faire, et on devrait faire mieux et diminuer au maximum certainement ce chiffre. Ça, on peut passer. Et donc, comment les enfants peuvent être infectés pendant une grossesse? Donc les enfants peuvent être infectés donc pendant la grossesse in utero, c'est vraiment quand le bébé est dans le ventre de la maman, ou au moment de l'accouchement. Mais c'est surtout, dans 70% des cas, c'est au moment de l'accouchement. Cette infection survient entre 10 et 15% entre 5 et 10% surtout pendant la grossesse, mais la majorité c'est au moment de l'accouchement. On sait que pendant la grossesse et surtout après la 16e semaine de grossesse qu'on peut éventuellement être contaminé in utero. L'autre risque de contamination, c'est l'allaitement, et jusqu'à 10 à 15% des enfants qui sont allaités de mamans infectées par le VIH peuvent être infectés par l'allaitement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette infection des enfants? D'abord, la première, c'est de pouvoir éduquer, conseiller les mères qui sont infectées par le VIH. Il faut dépister, naturellement, le plus tôt possible, c'est le mieux, parce qu'une prise en charge précoce, c'est effectivement préférable. Maintenant, même une prise en charge tardive, il n'est jamais trop tard. Donc il faut dépister, même une femme qui arrive avec une grossesse, qui est en train d'accoucher, il faut la dépister si elle ne sait pas, si elle est infectée par le VIH, parce qu'il y a toujours des moyens qui diminuent la transmission, même pendant l'accouchement. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite à Yaoundé, qui montre que malgré tout ce qu'on peut dire, les gens sont bien informés. Les gens sont bien informés sur comment on transmet, la mère peut éventuellement transmettre une infection par le VIH à son enfant. Elles savent comment l'éviter, mais les moyens sont parfois manquants, et ça, on va en discuter un petit peu plus tard. Et donc ça, c'est tous les paramètres qui peuvent influencer donc une transmission de la mère à l'enfant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la charge virale qui est importante. La charge virale, au fait, c'est la quantité de virus libre qu'on retrouve dans le sang. Et donc, quand on a du virus circulant dans le sang à des taux très élevés, on le retrouve également au niveau des sécrétions génitales. Et au moment du passage du bébé à l'accouchement, et c'est comme je vous disais, dans 70% de cas, c'est surtout à ce moment-là, quand la charge virale est très élevée et qu'elle n'a pas été diminuée grâce à un traitement, l'enfant s'infecte de cette façon-là. Et donc ça, on peut passer également. Et donc le dépistage, oui, pourquoi est-ce qu'il faut tester? Mais comme je vous le disais, il faut le dépister assez tôt. Il faut prévenir la maman des risques qu'elle peut encourir par rapport au traitement qu'elle prend, traiter la maman. Donc une prise en charge la plus précoce est la mieux. Donc ça, on peut passer. C'est le suivi pendant la grossesse. Au niveau génital et probablement au niveau du lait, et donc la contamination est très très faible. Ça, on peut passer rapidement, c'est les guidelines, c'est vraiment des choses qu'on suit ou qu'on ne suit pas en fonction
de nos croyances. Donc en gros, il faut donner un traitement antirétroviral effectivement, le plus tôt maintenant le mieux. C'est vrai qu'au départ on disait il vaut mieux pas trop exposer les enfants au traitement antirétroviral parce qu'on ne sait pas au long cours si ce traitement antirétroviral n'a quand même pas un effet néfaste sur l'enfant. Maintenant on sait avec les données que quand une femme est infectée par le VIH, qu'on sait qu'elle est infectée, qu'elle doit avoir un traitement antirétroviral, on préfère commencer le traitement le plus tôt possible pour que la grossesse se passe au mieux et il n'y aura pas de toute façon de contamination à l'enfant. Ça on peut passer. Et donc par rapport à la césarienne, c'est vrai que tout un temps on a dit qu'il fallait, toutes les femmes qui étaient infectées par le VIH devaient subir une césarienne. On sait qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas et qu'on pratique encore une césarienne quand les mères ne se font pas suivre, qu'elles ne prennent pas de traitement, ce qui arrive quand même rarement en Belgique. On a quand même eu une contamination encore l'année passée à l'hôpital Saint-Pierre d'un enfant, d'une mère qui ne s'est pas du tout fait suivre pendant sa grossesse. Ça arrive encore même ici chez nous, alors que nous on a quand même un avantage énorme, c'est d'avoir un traitement, un suivi correct, que malheureusement la majorité des femmes qui sont infectées par le VIH n'ont pas. Ça on peut passer également. Donc ça c'est pour vous montrer pourquoi il y a encore 2 millions d'enfants qui continuent à être infectés. C'est à cause finalement, à cause de ça. Vous voyez qu'en Afrique subsaharienne, il y a quand même une amélioration. Ça c'est le nombre de femmes qui sont infectées par le VIH et qui ont eu droit à un traitement par des traitements antirétroviraux pendant leur grossesse. Le pourcentage est passé de 9 à 45% de 2004 à 2008 en Afrique subsaharienne, mais vous voyez, on est loin des chiffres européens où on est à 94%. Donc ça, malheureusement, c'est le rôle de plein de choses dont... Est-ce que c'est une question d'argent? C'est une question de politique probablement aussi. Je pense que l'accès effectivement au traitement est très dépendant de la politique interne. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, certainement. Et certainement l'argent aussi. Et donc oui, ça c'est pour vous montrer les chiffres. Finalement, ça c'est une cohorte française. En France, on est passé de 0% de femmes qui étaient infectées par le VIH qui avaient droit au traitement à quasiment 90, plus de 95% de femmes qui ont accès en tout cas au traitement antirétroviral pendant leur grossesse. Alors, ça c'est les femmes qui ont eu un test. Voilà, ça c'est les femmes ça aussi c'est un problème. Donc le dépistage est un énorme problème. Donc l'accès au traitement c'est une chose, le dépistage en est un autre. Donc vous voyez que même en Europe on n'est vraiment pas bon. Hein. Donc en Afrique, l'accès au dépistage on est passé de 6% à 28%. Ça veut dire qu'il n'y a quand même que 28% des femmes qui sont probablement infectées par le VIH qui font, ou qui sont enceintes mais qui font un dépistage pour le VIH, et en Europe on est quand même aussi à 65%. Donc ça, normalement, toute femme qui est enceinte devrait avoir un dépistage pour voir si elle est séropositive ou pas, pour pouvoir la protéger, elle, protéger son enfant futur. Et ça, c'est un peu les mêmes chiffres, c'est pour vous montrer dans tous les pays l'accès au traitement antirétroviral pour prévenir la prévention de la mère à l'enfant. Et on voit qu'effectivement, dans certains pays d'Afrique, c'est vraiment très bas, moins de 10%. Toute femme qui est enceinte, qui attend un enfant, se présente avec son homme à la consultation et son homme fait également un test VIH en même temps. Je pense que ça c'est vraiment important. On est partenaires et pour la vie et il faut tous les deux avoir un test VIH. Et donc pour terminer aussi... Pardon? Pour les polygames, tout le monde. Pour les polygames aussi. Mais ça il faut. Quand les femmes sont connues. Voilà. Pardon? Voilà. Il est polygame, c'est ce qu'il dit. Et donc ça c'est juste pour terminer dans une autre, mais soyons pas trop négatifs. Donc vraiment, aucun enfant ne devrait naître avec le VIH, aucun enfant ne devrait être orphelin à cause du VIH, et aucun enfant ne devrait mourir parce qu'il n'a pas accès au traitement. Et ça, il y a encore énormément de choses. Voilà. Il faut diminuer un peu la lumière, hein, monsieur, je pense. Voilà, merci docteur Lina. À présent, il est temps de... Je demande aux conférenciers de retourner à leur place et permettre au public de poser leurs questions. Merci. Au docteur Kinda. Tout à l'heure, elle nous a fait un exposé sur une partie de son exposé sur l'infection lors de l'allaitement d'une maman. Donc une maman qui allaite un enfant.
est-ce qu'il est possible qu'un adulte, puisque généralement on nous dit toujours portez des préservatifs, protégez-vous, est-ce qu'il est possible qu'un adulte puisse s'infecter en imitant un Voilà, et la deuxième question, ce sera au docteur Michel. Tout à l'heure, nous avons parlé des préservatifs. Est-ce qu'il existe des préservatifs pour les personnes non circoncis? Merci. Je vais répondre à la première question. Vous avez des drôles de pratiques sexuelles, vous. Mais quoi qu'il en soit, je crois que je n'ai même pas de réponse à votre question parce que ça n'a jamais été scientifiquement testé. Mais a priori, probablement pas. Parce que le tube digestif d'un petit enfant nouvellement né est beaucoup plus fragile et beaucoup plus à risque. Il a plus, on ne va pas dire qu'il y a une inflammation, mais en tout cas la solidité de ce tube digestif est vraiment très faible et que la contamination est beaucoup plus simple qu'un adulte. Il y a un tube digestif qui a déjà eu le temps de se développer et d'avoir une solidité à se battre contre ce virus. En fait, la question qu'il voudrait savoir, c'est si un homme tète les seins d'une femme, donc... J'ai bien compris la question, c'est pour ça que je dis qu'il y a une pratique sexuelle très étonnante. Mais toi aussi, tu as une pratique sexuelle très étonnante. Il insiste pour sa femme. Parce qu'en soi, donc, la mère peut donner du lait que quand elle est enceinte. Ou en tout cas quand elle a accouché. Il faut une montée lactée et pouvoir... Sinon, si c'est juste... si la question c'est juste pendant l'acte sexuel, on suce ou on tète le téton d'une femme, il n'y a pas de risque de contamination comme ça. Ça c'est zéro. Ça va? Voilà. C'est ça la question. Il faut aussi savoir maintenant par rapport à la contamination pendant l'allaitement, que maintenant on sait que quand on a eu un traitement antirétroviral correct, la charge virale dans le sang est très basse et donc probablement dans le lait très bas. Et qu'en Afrique, malgré tout, on sait que nourrir un enfant par du lait artificiel, ça augmente la mortalité de l'enfant parce que la préparation du lait, c'est de l'eau contaminée. Et donc maintenant, en tout cas en Afrique, on préconise malgré tout l'allaitement parce qu'on sait que les enfants, la mortalité est du coup moindre et qu'il faut protéger ces enfants qui viennent de naître. À ma connaissance, mais je n'ai pas la prétention de connaître le monde des préservatifs, à ma connaissance, il n'y a pas de préservatif spécifique pour les circoncis et les non-circoncis. Mais si quelqu'un a d'autres informations, qu'il prenne la parole, mais je n'ai pas notion de ça.